Alors la réunion du Mont Pèlerin, donc c'est une réunion qui s'est déroulée en avril 1947, 1er au 10 avril 1947, se déroule dans un hôtel, l'hôtel du Parc, qui est situé près de Vevey, en Suisse. Et c'est une réunion avec explicitement pour objectif de réunir les intellectuels libéraux européens et américains et de fonder une organisation internationale pour promouvoir les idées libérales. Donc Hayek avait commencé à prendre des contacts dès 2 ans plus tôt auprès à la fois de participants au colloque Lippmann, à la fois de milieux britanniques et américains. Et il va convier tout ce petit monde au Mont Pèlerin, Mont Pèlerin qui donnera son nom à la société. Alors il y avait 39 participants, je crois, à la première réunion du Mont Pèlerin. Là aussi, comme pour le colloque Lippmann, un certain nombre de personnalités importantes. Alors on a 3 futurs prix Nobel d'économie, Milton Friedman, George Stigler, Maurice Allais. On a des personnalités aussi qui sont connues pour leurs essais politiques ou philosophiques. On peut avoir Karl Popper ou Bertrand Jouvenel. Et puis des gens qui ont une influence politique directe dans leur pays, à commencer par les Allemands, Wilhelm Röpke et Walter Eucken, qui sont donc des gens liés à ce qu'on appelle l'économie sociale de marché en Allemagne. Donc les débats vont porter sur des sujets relativement généraux, du type christianisme et libéralisme, l'ordre concurrentiel, les possibilités de fonder une fédération économique européenne, et tout ça donc pendant plusieurs jours. Bon, l'idée de Hayek, c'est néanmoins qu'il faut une structure comme ça très, très souple. Alors c'est une structure où les membres sont strictement cooptés. C'est une structure qui n'a pas de bureau, qui a des statuts qui sont déposés dans l'Illinois, qui se réunit tous les 2 ans dans des pays différents. C'est une structure assez immatérielle dans laquelle peuvent assez bien se reconnaître des intellectuels qui pensent que le libéralisme est une doctrine pour des intellectuels et qui s'adresse avant tout à eux. La Société du Mont Pèlerin, c'est par définition, c'est pas un think tank, c'est une sorte d'académie pour les libéraux. Du même coup, il y a une forme de division du travail qui s'est instaurée entre cette organisation qui ne recrute que les libéraux les plus réputés, les plus reconnus pour leurs travaux, et d'autre part, les activités nationales des membres qui peuvent passer par la mise en place de structures qui sont soit des associations, soit des think tanks. Alors ça peut avoir des formes donc assez différentes. En France, par exemple, a été créée l'Association pour la liberté économique et le progrès social dans les années 60, qui est en fait la section française du Mont Pèlerin, à laquelle vont s'adjoindre des membres recrutés soit dans les milieux patronaux, soit dans les milieux politiques, ce qui va permettre d'avoir un recrutement un peu plus large, un peu plus, enfin, qui va toucher des milieux un petit peu différents, pas uniquement des intellectuels. L'autre modèle, c'est la construction de think tanks, donc il y en a toujours eu dans l'histoire du Mont Pèlerin. Donc les plus connus, c'est l'Institute of Economic Affairs qui apparaît en 1955 en Grande-Bretagne, ou l'Heritage Foundation qui a été créé en 73 aux États-Unis et qui a été lié au Parti républicain. Donc ces organismes, les think tanks, vont eux avoir un certain nombre de salariés à pointer, des gens qui vont être payés pour rédiger des notes, faire rédiger des projets de loi quasiment clés en main, qui vont ensuite être distribués aux hommes politiques, aux journalistes, etc., avec l'idée de concourir à la création d'une opinion publique libérale. Donc ces think tanks, aujourd'hui, il y en a des centaines, et ça forme une véritable nébuleuse dans laquelle il est assez difficile de se retrouver, au point même que certains think tanks, comme l'Atlas Foundation, ont aujourd'hui pour rôle de promouvoir la forme think tank et même de distribuer des kits et des modes d'emploi sur comment fabriquer son propre think tank. Donc on peut avoir des choses de nature très différentes. Il y a des groupes qui se réunissent autour d'un auteur. Alors ça peut être le Hayek Center, ça peut être le Von Mises Institute, qui tournent autour de l'œuvre d'une personne en particulier. Et puis on peut avoir des groupes qui, eux, ont un sujet de préoccupation en particulier. Ça peut être l'environnement, ça peut être la politique étrangère, etc. Bon, ces think tanks sont sans doute de qualité et de puissance très, très, très différentes. Et ce qui fait la force d'un think tank, c'est s'il arrive à relier en fait des intellectuels, une fraction du patronat et une tendance en général au sein des partis conservateurs. Bon, là, on peut penser aux think tanks comme le Center for Policy Studies de Keith Joseph, qui a promu un petit peu Margaret Thatcher et qui lui a permis de prendre appui pour un petit peu révolutionner le parti conservateur dans les années 70.
C'est clairement une organisation qui va se retrouver à la jonction comme ça de trois milieux. Un think tank qui serait purement un regroupement d'intellectuels qui aurait des considérations générales sur le libéralisme, n'a en général que très peu d'influence concrète sur les débats politiques. Toute une partie de la carrière des von Mises, Hayek, etc. s'explique en partie par les affinités qu'ils ont pu avoir avec des dirigeants du syndicalisme patronal. Von Mises, aux États-Unis, a toujours été associé à la Foundation for Economic Education et donc à travers ça au syndicalisme patronal. Hayek, quand il est arrivé à Chicago, c'est financé par des patrons américains qui souhaitaient qu'il écrive une sorte de la route de la servitude, mais sur l'Amérique et pas simplement sur l'Angleterre. Je pense que d'une certaine manière, ces intellectuels ont d'autant plus de pouvoir qu'ils se sont accoquinés ou qu'ils sont amis avec des individus puissants. Et que, évidemment, on peut voir un caractère utopique dans l'œuvre de Hayek, mais en même temps, c'est l'utopie du côté des plus forts et pas l'utopie du côté des plus démunis. Well, there always have been right-wing think tanks, of course, but they really emerged in a powerful and significant sense in the early 1970s. And this was part of a very broad reaction to the activism of the 1960s, which terrified elites across the spectrum because it was democratizing the society, and they all despised democracy, naturally. In fact, about the most explicit formulation of liberal internationalist views was a very important study of the Trilateral Commission, which is liberal internationalists in Europe, United States, and Japan, three major countries. Early 1974, I think, it was called The Crisis of Democracy, and it was about the fact that the countries were becoming too democratic. There's what they call an excess of democracy. People who are normally passive and apathetic are becoming active and pressing their demands. These are people they call the special interests, like women and young people and old people and farmers and workers, meaning the whole country. There's only one group that isn't counted as special interests. That's the corporate sector, because they're supposed to run the world and the country. So they're not a special interest. They're the national interest. But the rest of the population was just becoming too active. Partly student activism, partly the women's rights movement, environmental concerns. It was a period of had a very substantial civilizing effect on the societies. Changed a lot, and that was very frightening. And there's a tremendous counter-reaction. The Trilateral Commission called for more moderation in democracy. There's too much pressure on the state to meet all these demands. They called on what they call the institutions for indoctrination of the young. They're very frank because they're talking to each other. The institutions for the indoctrination of the young have to be much harsher and stricter. The press is getting out of hand, which is sort of a joke, but maybe the state will have to intervene to constrain the press. But that was a kind of a general expression from the liberal
internationalist corner of this part of the spectrum internationally, Europe, the United States, and Japan, of the general feeling. That's why it's called the time of troubles. It was very troublesome to see the increase in participation and democracy and activism. And there was a very strong reaction on many fronts. One of them was the rise of right-wing think tanks to a position of great prominence and strength to try to shift the spectrum of discussion, at least in the mainstream, way to the right. At the same time, there's a very sharp increase in business lobbying to try to make sure that they can control and frame legislation. Quand on donne le pouvoir coercitif, le monopole sur le pouvoir coercitif à une agence qu'on appelle le gouvernement, il y aura toujours une tendance vers une utilisation soit ignorante ou soit d'un abus de ce pouvoir, et que le pouvoir aura une tendance à croître. Et ce que l'Institut Fraser essaie de rechercher et de souligner, c'est quelles devraient être les propres limites du gouvernement et quelles devraient être les limites de l'entreprise privée ou des échanges volontaires entre les individus. Et c'est ça le nexus, la division entre la coercition et le volontaire qui va informer ma discussion, ma conférence aujourd'hui, et vous verrez les conférences des autres personnes qui sont venues participer aujourd'hui. I'm president of the Foundation for Economic Education, which is located just north of New York City. It was founded in 1946. At the time, it was the only free market-oriented classical liberal organization in the world. Since then, others have emerged. But we've been around since 1946, and our principal purpose is to introduce people to the ideas and ideals of a liberal, decentralized society governed basically by the rules of private property and limited government. My point today was not that there isn't pollution caused by industrial capitalism. My point was that the pollution caused by industrial capitalism, regardless of how serious or not serious you believe it to be, but that pollution should be compared, the severity of today's problem should be compared to the way life was in the past, in pre-industrial times. And life in the past was, by our standards today, extraordinarily dirty, unsanitary, and hazardous because of the natural pollutants, the natural dirt that all of our pre-industrial ancestors dealt with on a daily basis. And those things killed many of our ancestors. And the market system, capitalism, has eliminated many of these hazards and has diminished the consequences of almost all others. So my point was largely not to say that we don't have pollution today, but that whatever pollution we have today should be compared to what we had in the past when you're making this grand evaluation of capitalism versus not capitalism. Ce séminaire n'est pas financé par le gouvernement, c'est financé par des dons privés.